Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir 7 intervenants, y compris des personnes qui viennent de l'étranger. Alors je vais vous les présenter et puis je passerai tout de suite la parole au premier intervenant, donc, qui sera Serge Federbusch, qui est magistrat de profession, président du Parti des Libertés, mais également conseiller de Paris, donc du 10e arrondissement. Et vous êtes également responsable du site Delanopolis, qui est un site d'opposition au maire de Paris Delanoë, qui révèle des informations dérangeantes pour la mairie. Voilà. Alors je donne tout de suite la parole à notre premier intervenant, Serge Federbusch. Merci Jean. Donc d'abord je dirais, j'aurai un propos bref et que ça permettra peut-être effectivement de donner une forme d'exemple et d'avoir un échange avec la salle, parce que je ne sais pas s'il est prévu effectivement qu'il puisse y avoir des questions, mais en tout cas, du temps qu'on voilà, enfin ça serait bien qu'on puisse avoir autre chose qu'une succession de monologues. Bien. Alors, je vais essayer tout de suite de me brancher un petit peu sur l'actualité. Vous savez qu'on est en plein dans un débat sur l'Allemagne, la France et ce que j'appellerais pratiquement le salut allemand avec le double sens du terme. C'est-à-dire qu'à la fois on va chercher le salut en Allemagne, désormais en France, mais bon, on se dit qu'il faut faire attention à ne pas faire une autre forme de salut allemand qui rappellerait des souvenirs assez saumâtres entre 1940 et 1944. Et donc, on sent qu'on est dans une crise qui se développe, qui devient de plus en plus ingérable, économique, financière, politique, et que cette crise, évidemment, elle débouche sur la question de la démocratie. On l'a vu en Grèce récemment, en Italie et dans plusieurs pays, avec la tendance à se référer en quelque sorte, abdiquer la démocratie et la souveraineté au bénéfice de technocrates qui sont pratiquement imposés par les marchés, alors que les différents parlements et que les institutions politiques de ces pays, de la Grèce ou de l'Italie, et puis peut-être demain la France, n'ont plus leur mot à dire. Donc on est vraiment dans une situation qui pose de plein pied la question de la démocratie. Alors, il y a un petit souvenir qui m'est revenu il y a peu de temps en m'interrogeant sur le pourquoi de cette situation, le pourquoi de cette espèce de difficulté généralisée, de panade dans laquelle on se trouve. Je me souviens que j'avais commencé, quand j'ai mes premiers écrits dans la presse, c'était en 1986, j'étais tout jeune, pour 2 journaux qui ne seront pas forcément en odeur de sainteté ici, mais bon, qui avaient malgré tout encore de bons aspects à l'époque, qui pouvaient être Le Monde diplomatique et Le Monde, et j'ai écrit plusieurs papiers dans ces journaux-là, en pointant du doigt les faiblesses constitutives de l'union monétaire qui se dessinait à l'époque. Bon, c'était l'écu, c'est devenu ensuite l'euro, avec le fait qu'on était dans une situation qui était extrêmement malsaine en France vis-à-vis de l'Allemagne, et que c'était un système où finalement, pour tout un tas de raisons économiques, sociales et politiques, la France trouvait un mode de régulation par la baisse du franc, que si ça disparaissait du jour au lendemain, eh bien, on aurait en fait une désindustrialisation progressive et que la France serait perdante et que ça aboutirait progressivement à des tensions politiques de plus en plus fortes. J'en avais discuté avec un gars qui s'occupait de la page idées du Monde et des pages économiques à l'époque, qui s'appelait Colombani, et qui a fait carrière ensuite, puisqu'il est devenu directeur du journal, et qui m'a dit « Oui, c'est bien vrai, vous avez raison, on se fait avoir dans cette opération, etc. etc. » Moyennant quoi, 3 jours plus tard, alors qu'un problème s'était posé et que justement il y avait des menaces de dévaluation et des tensions très fortes déjà à l'époque, ça fait 25 ans, au sein donc du système monétaire européen, il sort un édito dans Le Monde pour dire qu'il faut à tout prix se battre pour voilà. Bon. Alors c'était pas tant une duplicité de cet individu ou de sa profession en tant que telle, mais je crois déjà une forme de prison mentale et politique dont il n'est pas sorti. Et voilà, 25 ans plus tard, on est toujours là, avec de plus en plus de problèmes. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Je crois qu'il faut essayer de comprendre à quoi sert justement ce discours sur l'Union européenne et cette pratique de l'Union européenne qui, aujourd'hui, est devenue très antidémocratique, et donc on est au cœur du sujet. On en est arrivé là parce que la France est dirigée par une espèce d'oligarchie à 2 têtes. La première tête, ce sont les élus à vie.
des gens qui commencent leur carrière de plus en plus en étant assistants parlementaires, en portant les valises de députés ou de sénateurs, en devenant ensuite suppléants, puis donc députés, qui, comme ils sont, en fait, évidemment, ils se retrouvent à 40 ou 45 ou 50 ans élus, et qu'ils ont un besoin crucial et vital d'être réélus parce qu'ils n'ont aucune compétence, aucune qualification, ils n'ont jamais travaillé nulle part autre que de faire de la politique, eh bien, ils sont crucialement dépendants de leur avenir politique. C'est un métier, ils ne peuvent pas se permettre de se retrouver au chômage, et donc la moindre difficulté, la moindre réforme qui nécessiterait vraiment qu'on écoute le peuple, qu'on écoute ses souffrances ou qu'on fasse les choses comme elles devraient se faire, eh bien ils l'éludent, et de plus en plus les tensions montent, et ils l'ont éludé un temps dans la dette. D'ailleurs, il faut voir que le système est très pervers, mais ils, en tout cas, essaient de ne pas traiter les questions et de s'accrocher au pouvoir. Alors il y a une deuxième tête quand même, qui est, je dirais, la tête administrative. La France est gouvernée aussi par une caste de hauts fonctionnaires, issus pour la plupart de 3 ou 4 grands corps de l'État, le corps des mines, le Conseil d'État, l'inspection des finances en particulier, ou la Cour des comptes. Le dernier débat d'ailleurs qu'il pouvait y avoir m'amusait beaucoup, la primaire socialiste dont les gens pensaient, ou la presse pouvait dire qu'elle était le reflet peut-être de sensibilités politiques différentes. Moi je l'analysais très différemment au sein du Parti socialiste, je l'analysais comme une espèce de compétition finale entre le Conseil d'État représenté par Martine Aubry et la Cour des comptes représentée par François Hollande. C'était de toute façon une histoire qui se terminerait en traînarque, et parce que le cœur du pouvoir, du système politique français, c'est justement ceux qui sont à l'intersection des deux ensembles, c'est-à-dire des grands corps de l'État et des élus à vie. Et une partie de la détestation de Sarkozy d'ailleurs vient qu'il n'a pas la double casquette, c'est-à-dire qu'il n'est pas un haut fonctionnaire. Bon, donc on est dans cette situation. Alors le problème, c'est que ces gens ont peu de légitimité, évidemment, très peu de légitimité. Les uns soutiennent les autres, et que l'Europe a été depuis 20 ou 25 ans, et c'est pour ça qu'on en est là, une espèce, moi j'appelle ça les soins palliatifs de la démocratie, l'idée européenne. C'est-à-dire que ça va de plus en plus mal, comme ils n'ont pas de légitimité, ils sont fragiles vis-à-vis des opinions, mais s'il faut quand même, soi-disant, imposer un peu de rigueur, imposer un peu de discipline, et bien qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'alibi européen pour, en fait, malgré tout, imposer des décisions et justifier qu'on reste là. Et de toute façon, quels que soient les votes, on l'a vu pour les différents non à des référendums ou aux refus qui ont pu être exprimés par des franges importantes et même la majorité de la population, de toute façon, la caste dirigeante, il y a un beau livre qui est paru en Italie qui porte le titre de la caste, on est exactement dans la même situation en France avec cette espèce de caste à deux tests. La caste dirigeante se débrouille pour évacuer complètement la volonté populaire, rester au pouvoir, et s'abrite derrière l'idéologie européenne comme une espèce de discipline, voilà. Et on en vient de plus en plus aujourd'hui au cœur de cette discipline, qui est la discipline germanique. On va chercher outre-Rhin la discipline qui nous fait défaut à nous en France, et de plus en plus, eh bien, on évacue la démocratie. Alors moi, ce qui me frappe, pour dire que la situation est vraiment grave et qu'on ne va pas en sortir facilement, c'est que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, cette espèce de dictature progressive, ce glissement progressif vers la dictature technocratique et européenne, se fait dans la résignation et la passivité des opinions. Bon, on voit par exemple, c'est pour rejoindre ce que nous dira peut-être Oscar tout à l'heure, effectivement quelques mouvements, par exemple le mouvement des indignés. Mais on se faisait la réflexion avec un ami il y a peu de temps que, quand on était jeune, on avait des révolutionnaires qui contestaient l'ordre établi. À partir de mai 68, ils sont devenus des révoltés. Et puis maintenant, c'est la décroissance. Ils sont dans la décroissance mentale et politique. Maintenant, ils sont indignés. D'accord? Ils campent à la défense, ça casse pas 3 pattes à un canard, ça pisse pas loin, et bientôt on aura affaire aux pas contents. Et puis ensuite, ça sera les plutôt pas contents. Bon. Donc il y a une espèce de résignation. En Grèce ou en Italie, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, je suis désolé, mais c'est la même chose. Les gens, il y a des manifestations, tout ce que vous voulez, mais ça a donné quoi? Rien du tout. On leur a imposé, l'Europe leur a imposé, des technocrates parachutés pour virer les gouvernants, quelle que soit leur légitimité, mais qui ont quand même été, qui sont arrivés au pouvoir à la suite d'élections. Bon.
Et il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de rébellion réelle, comme ça devrait être le cas, puisque c'est quand même une espèce d'usurpation du pouvoir par une clique, hein, comme on disait dans les années 70, de technocrates. Bon. Donc, il y a encore 3 minutes, oui. Ça me renvoie là au discours de la servitude volontaire de la Boétie, un grand texte du XXIe siècle. Bon. Donc, on est dans une situation effectivement de paralysie de plus en plus grande. Alors, comment peut-on en sortir? Je crois qu'on s'en sortira effectivement par la démocratie. Mais là, la situation, en fait, est difficile parce que, en fait, il faudrait effectivement que la classe politique, qui est en fait une espèce d'oligopole, hein, de duopole, eh bien, accepte ces pouvoirs, sachant que les oppositions sont de plus en plus résignées. Les oppositions sont fractionnées. Je remercie Jean d'essayer de faire que des gens venant plutôt de la gauche ou venant plutôt de la droite et qui ont le souci justement de la démocratie et de l'avenir de la France puissent se réunir, mais ils constatent à quel point c'est difficile. Bon. Et donc, cette espèce de courant de marée technocratique centriste, c'est difficile à prononcer, utilise justement le fait que ce qui les conteste et qui sont majoritaires si on les mettait bout à bout, sont pris l'un ou l'autre séparément, minoritaires, et appuyés justement sur le système financier et le système médiatique, eh bien ils continuent d'avancer. Donc il faudra, moi je crois qu'on s'en sortira par la démocratie, mais on s'en sortira d'abord parce que le système, un peu, ça sera comme l'Union soviétique, en fait, ça finira par se fendre et s'effondrer de l'intérieur, d'une manière et sous une forme qu'il est encore difficile de prévoir. Je pense qu'il y aura un moment, une espèce de petit coup d'État interne dans la classe dirigeante, mais que un peu comme Gorbatchev l'a fait, qui sera peut-être d'ailleurs mené par quelqu'un qui pourrait être aux franges du pouvoir, mais il n'aura pas la possibilité de vraiment donc contrôler les choses, et de proche en proche, les choses se lézarderont et iront à volo. Alors comment reconstruire, et je terminerai là-dessus, eh bien là aussi ça sera par la démocratie. Je crois qu'aujourd'hui, à la fois pour des raisons liées aux nouvelles techniques, à Internet, etc., moi je crois fondamentalement et fermement qu'on pourra s'appuyer à la condition de garantir la fiabilité et l'authenticité, la non-magouillabilité, je dirais, des scrutins sur ces nouveaux instruments pour pouvoir voter et s'investir dans la vie politique dans le futur. Bon. Donc, eh bien, je crois qu'il faudra aller vers davantage de démocratie directe, il faudra aller vers des sessions référendaires plus fréquentes, il faudra aller vers la fin de la politique professionnelle, de la politique à vie. C'est une nouvelle révolution d'une certaine manière qu'il nous faut préparer de ce point de vue-là. Il faudra rendre vraiment la parole aux citoyens. Aujourd'hui, les moyens techniques existent, la volonté existe, mais on a une classe politique complètement sclérosée qui s'accroche à l'idée européenne pour éviter, en fait, de faire le vrai ménage en France. Et c'est en faisant le ménage en France qu'ensuite la France pourra éventuellement proposer aux autres pays européens ce qu'il a toujours fait dans l'histoire de modèles alternatifs. Donc c'est là-dessus que nous, en tout cas, au Parti des Libertés, on travaille, sur ce modèle alternatif. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Serge Federbusch. J'ai oublié de rappeler le thème effectivement de la conférence d'aujourd'hui. Donc c'est comment rétablir la démocratie. Vous l'avez rappelé.